Maintenant que nous savons ce qu'est un vecteur, un objet défini par sa longueur, son orientation, son sens, maintenant qu'on sait additionner des vecteurs, on peut commencer à faire des exercices intéressants. Regardons ce contexte où quelqu'un prend son kayak à la lettre A, mettons, pour traverser une rivière de 150 mètres de largeur. Le kayakiste pagaie à une vitesse de 19 nœuds en allant exactement vers la rive opposée, donc il aimerait arriver en B, mais l'eau a un certain courant, un courant d'une vitesse de 19 nœuds. Question qu'on pourrait se poser, à quelle distance de B le kayak va-t-il accoster et au bout de combien de temps? Bon, alors d'abord, il faut savoir que le nœud, c'est une unité qui est 1,852 km par heure. On a vu aussi les notations maintenant des vecteurs, donc le kayakiste, sa vitesse, je pourrais le noter comme un vecteur en disant que bien la longueur de la vitesse, sa dimension, c'est 19 et il va dans l'orientation de 90 degrés et il va finalement plein nord. Le courant, c'est aussi un vecteur qui a pour dimension, oh j'ai mis deux fois la même chose, je vais mettre des valeurs différentes. Je veux dire que le kayakiste va à une vitesse de 10 nœuds, voilà, pour avoir des nombres différents, qu'on se suive bien, et le courant qui va à une vitesse de 19 nœuds, et là, dans la direction parfaitement à l'est, donc il a un angle de 0 degré, et sa direction, c'est vers l'est. Donc moi, j'aimerais savoir, finalement, à quoi correspond la vitesse ou où est-ce qu'il s'en va. Donc la vraie vitesse du kayak, finalement, c'est non seulement la vitesse à laquelle il pagaie, mais je dois additionner la vitesse du courant. Donc la vraie vitesse du kayak, c'est comme le vecteur V plus le vecteur C. Donc ça, on a un petit peu compris ce qui se passait. Je vais faire la méthode du triangle ici. Puisque j'ai un angle droit entre deux vecteurs, ça va être plus facile. Donc là, j'ai mon vecteur V, donc on a dit qu'il va à 10 nœuds, donc c'est comme s'il avait une dimension, une longueur de 10. Le courant a une dimension, une longueur de 19. Donc finalement, en vrai, le kayakiste, c'est comme si il allait à la vitesse représentée par la dimension de la longueur ici de ce côté du triangle. Bon, alors c'est pas un problème pour calculer le côté de ce triangle, puisque dans ce cas particulier, les deux vecteurs sont perpendiculaires. Donc grâce au théorème de Pythagore, je peux dire que ce côté-là, il vaut la somme 10 au carré plus 19 au carré, et je le prends en racine. Si vous faites ça avec votre calculatrice, vous obtenez à peu près 21,47 nœuds. Et puis tout de suite, je vais les écrire en km/h. Donc je multiplie ce résultat par 1,852 et j'obtiens 39,762 km par heure. Donc finalement, en comptant la vitesse du kayakiste et la vitesse du courant, c'est comme si la petite embarcation allait à une vitesse de 39,7 km/h et il va exactement dans ce sens-ci, dans cette orientation-là. Donc je pourrais me poser la question aussi justement, c'est quoi l'angle de mon nouveau vecteur qui prend en compte la vitesse et le courant? Bon ici j'ai un triangle rectangle, oubliez pas SOHCAHTOA, d'accord, SOHCAHTOA, le sinus, cosinus, tangente qui sont de rapport, l'opposé sur l'hypoténuse pour le sinus, l'adjacent sur l'hypoténuse pour le cosinus et l'opposé sur l'adjacent pour la tangente. Moi, je cherche la valeur de cet angle-là. Ici, c'est le côté hypoténuse du triangle. Par rapport à cet angle, 19, c'est le côté opposé. Et donc 10, c'est le côté adjacent, puisque l'hypoténuse est ici. Avec O et A, je fais du tangente. Donc ici, ça veut dire que la tangente de l'angle θ, c'est le côté opposé, 19 divisé par l'adjacent qui vaut 10. Donc, pour calculer θ, je vais prendre l'arctangente, la touche tan -1 de votre calculatrice, arctangente de, entre parenthèses, 19 divisé par 10. Si vous faites ce calcul, on obtient un angle de 62,41 degrés.
Donc ici, j'ai un angle de 62,41 degrés et puis finalement, je sais que la vitesse est de 39,762 km/h. On voulait savoir à quelle distance de baie le kayak va-t-il accoster. Donc je refaire mon grand vecteur vitesse là, et puis moi je cherche à partir de quelle distance, donc cette longueur-là, quand il aura parcouru 150 mètres, c'est-à-dire 0,15 km. Je cherche cette distance-là. D'accord? Sachant que, évidemment, donc j'ai plusieurs fois mon vecteur vitesse, si on veut dire, on fait plusieurs fois. Mais ce qui ne varie pas, c'est que mon angle ici doit faire 62,41 degrés. Donc pour un angle de 62,41 degrés, là j'ai mon point A, là j'ai mon point B, la distance entre les deux vaut 150 mètres, 0,15 km, donc c'est quoi la distance BC? Donc je cherche ce côté-là, qui est le côté opposé à l'angle de 62,41 degrés. Je connais toujours le côté adjacent à cet angle-là. Donc là encore, je vais faire de la tangente. Et je vais dire que la tangente de 62,41, c'est égal, à la mesure du côté BC, c'est ce que je cherche, divisé par taux A, le côté adjacent, qui vaut ici 0,15. Donc, si je veux chercher la mesure de BC, c'est 0,15 fois la tangente ici. Et si vous faites ça, on obtient que la mesure du côté BC avec la calculatrice, n'hésitez jamais à mettre pause sur la vidéo pour vérifier les calculs sur votre calculatrice. Donc, 0,15 fois tangente de 62,41, on obtient 0,285 km, donc 285 mètres. Donc, à quelle distance de baie le kayak va-t-il accoster? Il va accoster à 285 mètres du point B. Au bout de combien de temps? Je pourrais calculer du coup, donc maintenant ce côté-là, il vaut 0,285. Je pourrais calculer la distance qu'il a parcourue en kilomètres. Donc là encore, je vais utiliser le théorème de Pythagore. Je vais faire racine de 0,15 au carré plus 0,285 au carré. Donc la distance AC que le kayak a parcourue est exactement, pas exactement, est environ égale avec la calculatrice à 0,322 km. Maintenant, je voudrais savoir combien de temps ça lui a pris, c'est la question qui m'est posée, pour parcourir ce point 322 km, sachant qu'il allait à 39,762 km en 1 heure. Donc, je savais qu'il parcourt 39,762 km en 1 heure. Là, c'est vraiment tout petit. Donc, plutôt que d'écrire 1 heure, je vais écrire en 60 minutes. Donc, en combien de temps il va parcourir cette distance? Je prends la calculatrice, puis je fais mon petit produit croisé. 0,322 fois 60 divisé par 39,762 et j'obtiens après calcul 0,4859 minutes. Donc même pas 1 minute, ça me donne 29 secondes et 9 dixièmes. Donc voilà, ça c'est un vrai problème de vecteur. On a 2 vitesses qu'on peut considérer comme des vecteurs, puisque juste la dimension de la vitesse, c'est pas suffisant. Il faut que je sache dans quel sens on a notre déplacement. Donc, une somme de 2 vitesses peut se résoudre de manière géométrique avec tout ce que vous connaissiez déjà. Un deuxième contexte pour lequel la notion de vecteur est vraiment importante, c'est l'ensemble des exercices qui font intervenir des forces. Donc, par exemple, ici, j'ai un objet à cet endroit-là, et sur cet objet, on applique 2 forces, F1 et F2, une force de 5 newtons dans ce sens-là et cette orientation, une force de 4 newtons dans cette orientation-là. On pourrait se demander, plutôt que d'appliquer 2 forces à mon objet défini comme ça, est-ce que je pourrais pas appliquer une seule force? Et si oui, quelle intensité de la force et dans quelle orientation et quel sens je devrais appliquer cette force? Bien là encore, puisque j'applique 2 forces, le résultat, c'est la somme des 2 forces. Donc finalement ici, on se demande à quoi correspond
la force F1 additionnée à la force F2, qui est le résultat finalement de l'application de ces deux forces. Pour commencer, je pourrais noter d'abord les deux vecteurs F1 et F2 en termes de vecteurs justement. Donc ici, le vecteur 1, il a une intensité de 5, un angle de 60 dans la direction nord-est. Le vecteur F2, il a une intensité de 4 avec, alors attention ici, si je veux vraiment noter l'angle avec la droite des X, je vais faire 180 degrés moins 50, 180 qui est l'angle plat moins 50, donc ça me fait un angle de 130 degrés dans la direction, dans le sens sud-est. Pour faire ma somme des deux vecteurs, je vais représenter finalement ici le parallélogramme correspondant. Donc on utilise comme la technique du parallélogramme. Donc le parallélogramme, il est comme ça. Et donc, je sais que la somme F1 plus F2, c'est ce vecteur-ci. Donc maintenant, j'essaie de trouver c'est quoi cette longueur-là et c'est quoi l'angle que je vais avoir ici entre l'axe des horizontales et mon nouveau vecteur F1 plus F2 que je peux appeler grand R. C'est le vecteur résultant, le vecteur somme. Et bien finalement, ce que je vais utiliser ici, c'est que des choses que vous connaissez déjà, que vous avez peut-être oubliées, donc je les ai rappelées ici, c'est la loi des sinus et la loi des cosinus. La loi des cosinus et la loi des sinus s'appliquent dans un triangle quelconque. Si j'étais dans un triangle rectangle, j'utiliserais SOHCAHTOA ou le théorème de Pythagore. La loi des cosinus, c'est ce qui remplace, si on veut dire, le théorème de Pythagore. D'ailleurs, on le reconnaît ici. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que un côté, donc là, le triangle ABC, la notation, je note petit a, le côté opposé au sommet A, petit b, le sommet opposé au sommet B, et petit c, le sommet opposé au sommet C. Donc, petit a au carré, c'est égal à la somme des deux autres côtés, moins 2 fois ces deux côtés, multiplié par le cosinus, je ne sais pas ce que j'ai marqué ici, mais le cosinus de A, qui est l'angle opposé au côté que je recherche. J'aurais pu aussi noter b au carré, c'est a au carré plus c au carré moins 2ac fois le cosinus de l'angle opposé, le cosinus de b. Donc, tout fonctionne. La loi des sinus, c'est que le sinus d'un angle divisé par le côté opposé est égal pour les trois angles côtés du triangle. Donc, sinus grand A sur A égale sinus grand B sur petit b égale sinus grand C sur petit c. Donc, pour faire la somme de nos deux vecteurs, dans ce parallélogramme, on va utiliser juste la loi des sinus et la loi des cosinus, on aura tous nos renseignements. Regardez ici, par exemple, je vais refaire un zoom sur une partie qu'on a de notre parallélogramme. Donc, je cherche ce côté-là, sachant qu'ici, c'est une côté qui vaut 5. Celui-là, c'est le même, donc la longueur, c'est 4. Maintenant, il me faudrait que je connaisse au moins un angle dans ce triangle. Alors, ce qu'on sait, c'est que dans ce triangle-là, cet angle-là vaut 60 plus 50, donc cet angle-là vaut 110 degrés. Attention, celui-là, c'est absolument pas la moitié, ni quoi que ce soit, on n'en a aucune idée. Mais donc, ces deux angles-là valent 110 degrés. N'oubliez pas que si je fais la somme des 4 angles d'un parallélogramme, on obtient 360. Donc, si je fais 360 moins ce côté-là, 110, moins les deux côtés opposés ont le même angle, donc 110, ça va me donner un résultat. Et le résultat, finalement, c'est la somme des deux côtés opposés. Donc, je divise ce résultat par 2, et ça va me donner la valeur de cet angle-là. Donc, faites-moi ça, 360 moins 110 moins 110, le tout divisé par 2. Encore une fois, n'hésitez jamais à mettre pause sur la vidéo pour faire vos calculs à la calculatrice. On obtient ici un angle de 70 degrés, qui est le même qu'ici en bas. Donc ici, dans mon triangle ici, j'ai 70 degrés. Je cherche le côté opposé à cet angle pour lequel je connais les deux côtés opposés. Donc là, je vais faire la loi des cosinus en disant que ce côté que je recherche, c'est exactement égal à 4 au carré plus 5 au carré, les deux côtés opposés, moins 2 fois ces deux nombres, 4 fois 5,
fois le cosinus de l'angle opposé au côté que je recherche, donc cosinus de 70 degrés. Et si je veux en longueur, évidemment, parce que ça c'est au carré, j'en prends la racine carrée. Donc ici, la longueur de mon nouveau vecteur somme, si vous faites le calcul, vous obtenez 5,22. Donc l'intensité correspondant au résultat F1 plus F2, c'est un nouveau vecteur d'intensité, 5,22 newtons. Maintenant, j'aimerais connaître cet angle-là. Alors, je peux pas y aller directement, mais par contre, dans ce petit triangle-là qu'on a représenté ici, je pourrais calculer cet angle. D'accord? Donc ici, maintenant, la longueur vaut 5,22. Je cherche cet angle. Je connais le côté opposé et j'ai un autre couple angle et côté opposé. Donc là, je vais pouvoir utiliser la loi des sinus en disant que le sinus, alors je vais appeler l'angle ici par exemple alpha. Le sinus de l'angle alpha sur la longueur du côté opposé 4 est égal au sinus de l'angle, ici ce que je connais, 70 degrés, divisé par la longueur du côté opposé, 5,22. Donc, je vais pouvoir trouver la valeur de l'angle alpha en prenant l'arc sinus de 4 fois sinus 70 divisé par 5,22. L'arc sinus étant la fonction sin moins 1 de votre calculatrice. Si vous faites effectuer ce calcul, on obtient 46,06 degrés. Donc, c'est cet angle alpha, c'était l'angle qui était ici. D'accord? Moi, je cherche celui-là. Je connais cet angle-là, et n'oubliez pas que cet angle-là valait 60 degrés. Donc, finalement, cet angle-là que je recherche, c'est 60 degrés moins ce que je viens de calculer, 46,06. 60 degrés moins 46,06 degrés. Ceci, ça vous donne 13,9 degrés. Donc, finalement, le vecteur F1 plus F2, notre vecteur R, il a pour intensité 5,22 newtons et il est orienté par un angle de 13,9 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, plutôt que d'effectuer deux forces F1 et F2, j'aurais pu faire une seule force de 5,22 newtons avec un angle de 13,9 degrés. J'aimerais maintenant reprendre l'exemple précédent avec les deux forces F1 et F2 qu'on applique sur un objet en utilisant une seconde méthode qui empiète un petit peu sur les vecteurs algébriques, mais je pense que tout le monde va comprendre. Je vais d'abord prendre l'encadré ici à droite et faire un petit rappel de SOHCAHTOA dans le cadre d'un dessin comme celui-ci, où j'ai l'axe des X horizontal, l'axe des Y vertical. J'ai ici un certain vecteur U qui a cette longueur et cette direction. Je pourrais m'intéresser à ce qu'on appelle la projection du vecteur U sur l'axe des X et que je note UX. Je pourrais m'intéresser à la projection du vecteur U sur l'axe des Y, ce serait le vecteur UY, et donc avec Y qui serait ici. Donc finalement, là j'ai comme la longueur UX, ça c'est un X, et ici la longueur de U de Y. Bon, donc dans mon triangle qui est évidemment rectangle ici, si je cherche UX par rapport, donc ça c'est la norme du vecteur U, UX c'est le côté, alors ici on a l'hypoténuse du triangle, ici par rapport à θ on a le côté adjacent, et ici c'est le côté opposé à l'angle. Donc pour trouver UX, j'ai besoin de l'adjacent et de l'hypoténuse à l'angle θ. Avec A et H, je fais du cosinus. Donc le cosinus de l'angle θ ici, le cosinus de l'angle θ, c'est le côté adjacent UX que je recherche, divisé par la norme du vecteur, sa longueur. Donc finalement, la composante UX, ça vaut
la norme, la longueur du vecteur de départ, fois le cosinus de l'angle qui était l'orientation de ce vecteur. U de y, c'est l'opposé. Avec l'opposé et l'hypoténuse, je fais du sinus. On aurait le sinus qui vaut U de y sur la norme de U. Donc U de y, c'est la norme de U fois le sinus de l'angle θ. Maintenant, en fonction de U de x et U de y, est-ce que je suis capable de définir l'angle θ? Ben oui, avec O et A, je fais de la tangente. Donc, tangente θ, ça va être O sur A, UY sur UX. Donc, si ça, c'est la tangente, le θ, ça va être l'arctangente de U de Y divisé par U de X. Donc, je vais utiliser ces choses-là dans notre exercice qu'on a fait tout à l'heure. Je vais réécrire les F1 et F2 en termes de vecteurs. Donc, F1, c'est un vecteur de longueur 5 qui est orienté avec un angle de 60 degrés. Et puis, je le compte de manière positive, pas besoin du nord, sud, est, ouest. F2, maintenant, c'est un vecteur de longueur 4 et qui est orienté ici avec un angle de 50 degrés, mais je vais vers le bas, donc compter négativement. Donc, je dis qu'il a un angle de moins 50 degrés. Et maintenant, je vais regarder les projections de F1 et de F2 sur les axes des X. Donc maintenant, on a compris que la projection d'un vecteur, c'est sa norme fois son cosinus, et en Y, c'est sa norme fois le sinus. Donc ici, F1, sa norme, c'est 5. Donc sa projection en X, c'est 5 fois le cosinus de 60 degrés. Et la projection de F1 sur l'axe des Y, c'est 5 fois non plus le cosinus, mais le sinus de 60 degrés. Même chose pour F2, sa projection sur l'axe des X, c'est sa norme, 4 fois le cosinus de moins 50 degrés. Et la projection en Y, c'est la même chose en prenant le sinus au lieu du cosinus. Et un résultat très intéressant, c'est que le vecteur résultant, donc n'oubliez pas, maintenant si je vais faire mon vecteur somme, je vais avoir le vecteur ici, que je note vecteur R. Et bien pour calculer la projection du vecteur R sur l'axe des X, je vais faire simplement la somme des deux vecteurs, leur projection sur l'axe des X. La projection de vecteur R sur l'axe des Y, c'est la somme des deux projections des deux vecteurs sur l'axe des Y. Donc maintenant, je viens faire ça plus ça. Et si vous prenez la calculatrice, vous obtenez 5 plus cos 60 plus 4 fois cosinus moins 50. Vous obtenez 5,07. Et en projection sur l'axe des Y, 5 sinus 60 plus 4 sinus moins 50. Avec la calculatrice, vous obtenez 1,27. Donc maintenant, donc là on vient de faire exactement ces deux calculs-là, mon vecteur R, sa projection sur l'axe des X, ça vaut 5,07, sa projection sur l'axe des Y, ça vaut 1,27. Donc c'est quoi la longueur de mon vecteur R? Eh bien, je vais faire le théorème de Pythagore avec ces deux nombres-là. Donc la longueur de mon vecteur R, c'est 5,07 au carré plus 1,27 au carré. Je le prends en racine. Et si vous faites ça, on obtient 5,22 newtons. Je mets tout de suite les unités, puisque dans mon contexte ici, les nombres, ça représente l'intensité des forces. Alors plutôt que d'effectuer deux forces F1 et F2, c'est équivalent d'effectuer une seule force grand R d'intensité 5,22 newtons. Et pour calculer l'angle ici, eh bien c'est très simple. On cherche l'angle d'un vecteur en connaissant sa projection sur Y, 1,27, et sa projection sur X, 5,07. Donc l'angle, c'est l'arctangente, je reprends cette formule, l'arctangente de sa projection sur Y, 1,27, divisé par sa projection sur X, 5,07.
Et si vous faites ce calcul avec la calculatrice, on obtient à peu près 13,7 degrés. Donc voilà l'exercice qu'on vient d'effectuer, mais en utilisant une autre démarche. Et cette démarche-là, on vient de le faire ici pour 2 vecteurs, mais ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, si j'avais pris plusieurs vecteurs au départ, j'aurais pu aussi prendre le vecteur F3, puis le vecteur F4, et j'aurais voulu savoir c'est quoi le résultat F1 plus F2 plus F3 plus F4, eh bien on aurait pu généraliser cette technique. Donc on aurait pu écrire les projections du vecteur F3 sur X et sur Y, les projections du vecteur F4 sur X et sur Y. Notre vecteur somme, ça aurait été en X, la somme de toutes les projections sur X, en Y, la somme de toutes les projections de Y. Et une fois qu'on a Rx et Ry, la projection en X et la projection en Y, la norme de notre vecteur, c'est simplement Pythagore. On prend au carré la projection en X plus au carré la projection Y, on prend en racine pour avoir la longueur. Donc voilà l'intérêt de cette démarche par rapport à l'exemple précédent, c'est que cette démarche se généralise très aisément à autant de vecteurs que l'on veut.